Je vais repartager mon écran pour refaire un état des lieux sur la partie Binance Research. On va passer assez vite dessus parce que le rapport, en fait, ils le font tous les mois. Mais ça permet d'avoir un état des lieux peut-être plus ouvert que ce qu'on a eu déjà l'occasion de vous présenter jusqu'à présent sur cette vidéo. Déjà, au niveau de la capitalisation du marché crypto en mensuel, on voit que sur le mois de mai, on a été en positif. Donc en fait, janvier, février, mars, ça a été clairement des mois de merde. Donc Q1, pas ouf. Là, le Q2, on commence à repartir un petit peu en positif. Donc 10,8% sur le mois d'avril, 10,3% sur le mois de mai. Et on verra à la fin du mois de juin un petit peu ce qui va se passer. D'ailleurs, les prévisions aussi sur le mois de juin par rapport à la Fed et sur les derniers meetings qu'il y avait eu, c'est que c'était potentiellement sur la fin du mois de juin peut-être un arrêt ou encore un assouplissement via le quantitative tightening. C'est-à-dire qu'il y aurait déjà, on a eu un assouplissement sur le mois d'avril et on a vu assouplissement sur le mois d'avril du quantitative tightening. Tiens, comme par hasard, augmentation sur le marché. Il y en a qui vont me dire c'est pas la cause, la conséquence, on peut se poser des questions. Néanmoins, force est de constater que ça a quand même eu un rôle par le passé. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas aujourd'hui. Et si on a une fin du quantitative tightening sur le mois de juin, je pense que le marché réagira plutôt bien et que ça annoncera peut-être une période estivale qui pourrait être positive par la suite. J'en ai parlé sur le live de mercredi. Au niveau des performances sur les alts, bon, bah, hype, on en a parlé tout à l'heure, mais très belle performance jusqu'à maintenant. Il y a une hype, forcément, sur le marché. Mauvais jeu de mots, mais c'est le cas aujourd'hui. L'Ether, très belle performance. Doge, BTC, BNB, Sol, etc. Et puis SUI, moins 4,6%. Ce qui est quand même assez dingue par rapport au hack qu'il y a eu. Parce que les mecs, ils ont déjà oublié, mais il y a eu un hack monumental sur SUI. Et pour autant, le prix du projet a très très peu baissé par rapport à l'amplitude du hack. Je ne sais pas si tu te souviens, Théo, on en avait parlé, mais je m'en souviens bien, et surtout comme Hype, même type de projet, où très rapidement, on a eu un consensus des validateurs qui ont bloqué toutes les transactions. Donc on a eu déjà plein de discussions sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Bon, c'est bien pour les utilisateurs qui n'ont pas perdu leur fonds. Niveau décentralisation, tu as des questions à se poser quand même. Donc, voilà. Clairement. Ils se sont sentis pas trop mal, mais parce qu'il était centralisé, quoi. Et bourré de VC. Et attention à tous ceux qui vont vous le chiller. Le premier, c'est Raoul Pal. Ouais, on aime bien. On aime bien Raoul Pal, mais 70% de son portefeuille sur SUI, avec une allocation, à mon avis, qu'on lui a donnée, pas au prix du marché, d'accord. À mon avis, on lui a filé une allocation bien plus généreuse plus tôt. Donc voilà, il y a toujours un intérêt de parler de ton bag, il y a toujours un intérêt de faire ça. Attention aux biais. Et c'est pour ça qu'il y a un intérêt de vous faire votre propre idée sur le marché en évitant vos biais et tout, parce que tout le monde aura des biais et faut vraiment se fixer sur des datas, sur des graphiques, sur des chiffres concrets pour éviter d'avoir une psychologie qui part dans tous les sens et des biais cognitifs qui vont vous faire dire et vous faire croire n'importe quoi. Au niveau de la DeFi, on voit qu'il y a quand même eu un certain réveil sur la partie DeFi avec quand même une majorité qu'on retrouve sur Ether. Tous ceux qui vous disent Ether c'est mort, Ether c'est mort. Bon, force est de constater qu'aujourd'hui ça ne l'est pas et à mon avis ça ne le sera pas dans les prochaines années. Sur Tron, bon, ça représente pas grand-chose. BNB non plus, Arbitrum. Puis d'ailleurs, on parle d'Ethereum, mais pour moi, ça n'a plus sens aujourd'hui, vu les mises à jour qu'il y a eu, de parler d'Ether que sur la L1. Ether, c'est L1 plus L2. Donc, Arbitrum, Base, Optimism, toutes ces layers 2, il y en a plus de 150 aujourd'hui. Tout ça, c'est Ethereum, d'accord? Parce que avec Dankun, avec Pectra, ça avait aussi pour objectif de permettre une meilleure scalabilité avec la démultiplication des blobs. Avec Pectra, on a multiplié par 2 les blobs qu'on avait déjà mis en place avec Dankun. Et du coup, il y a eu un intérêt, et c'est poussé dans la roadmap de Vitalik, d'Ethereum, de pousser les gens vers les layers 2. Donc, quand on parle d'Ether, ça n'a plus l'intérêt de dire Ether, c'est que la Layer 1. C'est l'ensemble de l'écosystème. Donc là, sur la Layer 1, déjà, ça représente la majorité de l'écosystème crypto sur la partie DeFi. Mais si tu prends vraiment Ether pour ce que c'est aujourd'hui avec les Layer 2, c'est bien plus que ça. Voilà. Donc Ether est mort, Ether est mort. Tu peux même rajouter, bon, après, c'est plus vraiment Ether, mais la partie EVM, quand même, parce que BNB, il y a une partie du business, une partie des frais de pas mal de chaînes qui ne sont pas directement des Layer 1, qui ne sont pas Ether, qui ne sont pas des Layer 2, mais qui profitent de l'écosystème Ether au travers du fait qu'ils sont EVM. Et la plupart des chains, regarde, Hyperliquid, ils sont en train de lancer, bon, ils ont lancé déjà. Il y a pas mal de gens qui farment la partie Hyperliquid EVM. Tao, ils ont lancé aussi la partie EVM. Donc en fait, tu te rends compte que la plupart des projets Layer 1 qui sont qui à la base ne sont pas forcément Ether. Tu
Tao notamment qui était développé sur Polkadot, tu te rends compte qu'à un moment donné, il lance une partie sur le VM parce que liquidité, parce que connexion, parce que DeFi, parce que tout ce que tu veux. Donc voilà, il y a Layer 1, Layer 2, plus le VM et quand tu commences à contempler tout ça, tu as une bonne partie de la crypto en fait dessus. Clairement. En gros, hein. T'as pas beaucoup de choses en dehors de ça, quoi. Sur la partie NFT, on a eu un pic qui est très très loin du pic qu'on avait sur 2021, hein, 2020-2021. Ça n'a rien à voir en termes de volume que ce qu'on a eu avant. Néanmoins, il y a eu quand même une belle correction sur les alts et sur la partie NFT depuis l'élection de Trump. En fait, on savait déjà qu'à ce moment-là, Trump avait été élu et que après on a eu son inauguration avec après toute la déception sur les mesures qui ont été prises parce que tout avait déjà été pricé. Donc on avait une recrudescence sur la partie NFT, sur la mini alt season qu'on avait eu à ce moment-là, hein, septembre, octobre, novembre, et ensuite ça a recorrigé. Donc on verra si on retrouvera les mêmes niveaux d'engouement type NFT comme ce qu'on a eu sur 2021, mais pour l'instant on en est encore très très loin. D'accord. Au niveau des inflows, on en a parlé tout à l'heure avec les ETF sur Bitcoin en spot, mais en ce moment, ça accumule. Regardez les barres vertes, hein, c'est énorme. On avait eu quelques sorties sur février-mars, ce que je vous avais montré juste ici. Je vais revenir dessus. Ça correspondait à ça. Hop. Je vais zoomer un peu. Voilà, ça correspondait à ça. D'accord. Cette baisse ici. Donc là, ce qu'on observe, c'était ces sorties-là. Là, depuis, c'est remonté et on est un ATH là-dessus. Donc, on est clairement sur une vraie demande, y compris dans des périodes d'incertitude comme aujourd'hui et tout. Il y a de la demande et pas forcément sur la part des retail. Si tu peux regarder achat Bitcoin ou buy Bitcoin sur Google Trend, tu verras que on est très très loin des sommets historiques de bull run. C'est-à-dire qu'on est sur un Bitcoin à l'ATH, mais tout le monde s'en fout. Donc ça, pour moi aussi, c'est plutôt positif en soi, en termes de sentiment de marché. On voit que les corporate treasuries, donc les entreprises, on en a parlé tout à l'heure, mais ça explose, avec stratégie évidemment qui lead le marché là-dessus, mais ça évolue de manière presque exponentielle, surtout si vous commencez à ajouter les effets de levier. On a la partie DeFi qui lead le marché en ce moment. Ça, c'est quand même assez intéressant parce que pendant très longtemps, on va dire les sous-secteurs de marché qui performaient bien, c'était la partie Memecoin, IA, MXD2. Là, on voit que la partie DeFi se réveille un peu et forcément, pourquoi ça se réveille un peu? Parce que l'Ether a une augmentation. Hein. Si on revient sur la partie Ether ici, voilà, ça correspond à ça. Hein. Avril-mai, on a eu une augmentation sur l'Ether qui correspondait à ça. Donc forcément, dès que tu as une augmentation de l'Ether, tout de suite, tu as une recrudescence et un engouement sur la partie DeFi, NFT ou ce que tu veux. Et là, en ce moment. Tout l'écosystème Ether en général, au final, encore Ether. C'est pour ça que les gens ils disent Ether c'est mort et tout, mais quand il y a Ether qui pump, c'est tout le marché crypto qui va bien. Hein. Dites-le vous bien, on attend la season, mais investir sur Ether, c'est investir sur la DeFi, sur la RWA, c'est un proxy pour tout ce qui se fait quasiment dans la crypto. Donc, quand Ether se porte bien, en général, il y a tout le marché qui va bien. À part quelques outliers type Hyperliquid qui font un peu leur chemin dans leur coin. Mais dans l'idée, pour 99% des projets, s'il y a Ether qui pump, ça va bien pour eux. Et quand Ether est déglingué, ça va mal. Donc voilà. Et puis après, tu parles d'Hyperliquid, c'est un cas très spécifique, un cas quand même assez isolé en soi, parce que comme tu dis, dans la majorité des cas, ça se passe pas comme ça. Et puis après, c'est pas parce que tu as une hype à un moment donné que ça va continuer comme ça. Hein. Regardez par exemple sur Pump Fun, il y avait une hype super importante avec les mêmes coins pendant un certain temps, et puis là, les volumes et les rendements ont baissé de 95% depuis le début de l'année dernière, la fin de l'année dernière. Ils ont lancé ils ont fait une levée de fonds, c'est-à-dire qu'ils ont généré je sais pas combien de milliards avec leur plateforme de con là. Ensuite, ils ont extrait ça, ils n'ont pas réinvesti ça sur le marché crypto. Et là, ils ont dit les gars, on n'a pas suffisamment d'argent, on va lancer notre propre token. Voilà, pour donner une incentive, pour dire aux gens. Extraire un petit milliard de plus. Bah voilà, allez, on a un petit milliard de plus, on va l'extraire. Donc on verra, hein, on verra comment ça va se passer. Mais aujourd'hui, c'est des extracteurs nets. Et les gens donnent de l'argent. Bon, écoute, faut t'en profiter. Hein. C'est pour ça qu'Hyperliquid, à mon avis, il a tiré son épingle du jeu parce qu'il a été à contre-courant de tous les lancements VC où il balance pour quelques peanuts 2,3% de la supply. Là, pour le coup, ils ont été très généreux et
pour avoir de la liquidité, du volume et des gens actifs, ben, leur distribuer beaucoup d'argent, c'est une bonne idée. Concrètement, ils ont confirmé, mais ça a été un lancement un peu particulier. Et pour le coup, ben, voilà, on voit les résultats. Donc peut-être les autres projets auront aussi intérêt à s'y intéresser. Non, après, toute la méta farming d'airdrop qu'on a eu, où les gens ils passaient des heures à fermer des points pour au final se retrouver avec 15 balles après avoir passé des heures à faire du volume. Bon, apparemment, c'était pas intéressant. Mais bon, voilà, ils ont montré un peu la voie, mais force est de constater que la plupart des projets continuent sur les vieux schémas VC et on balance peanut aux utilisateurs, quoi. Clairement. Après, on voit que du coup, la partie DeFi, Memcoin, Exchange, IA, RWA, bon, c'est des secteurs qui ont plutôt bien performé sur le mois de mai, en tout cas. Et en ce moment, ça évolue aussi plutôt pas mal. Par contre, la partie L2 et gaming, pas top pour l'instant. Donc, à suivre. Et après, sur la partie RWA, ça pareil, on en a beaucoup parlé avec Mickaël et avec Théo, et on voit que depuis 2024, ça augmente. Ça augmente. Le principal, ça provient surtout de Build, donc le projet Build de BlackRock. Et principalement, ça se fait sur Ether et / ou les Layer 2. Il y en a une partie qui va commencer à se tokeniser sur d'autres blockchains, mais la grosse majorité, c'est sur Ethereum, et on voit que ça évolue. Donc ça, pareil, c'est un marché qui est gigantesque. Hein, d'accord, les RWA, c'est juste monstrueux. Pareil, la question pour moi, c'est pas de savoir est-ce que ça va se faire, c'est quand. Et en ce moment, ça évolue. Et puis surtout, c'est le début d'une courbe exponentielle. Hein, parce que si tu regardes là jusqu'à 2000, début 2025, c'était linéaire. Mais là, ce qui est en train de se passer depuis le début de l'année, c'est un début de courbe exponentielle, en fait. Hein. Si ça continue à ce rythme-là, tu pars sur la parabole, tu pars pas sur une droite. Hein. Et puis, regardez les marchés traditionnels ou la partie RWA sur les marchés traditionnels par rapport à ce que ça représente aujourd'hui en crypto. Hein. On peut se dire, waouh, on est passé de rien du tout à 25 milliards. C'est beaucoup. 25 milliards sur les actifs tradis, c'est rien. C'est vraiment rien. Hein. Surtout quand tu prends en compte l'immobilier, les bonds, alors les obligations, c'est monstrueux, les dettes, les commodities, les actions, les crédits privés, etc. Bon, bref, c'est un marché qui est à lui seul juste monumental. Donc ça vous donne une image peut-être plus ouverte et plus prononcée que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Mais voilà, être bearish en fait, à l'heure actuelle, on verra comment ça va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines. Et dans l'état actuel des choses et aujourd'hui, bon, ça n'a pas changé vraiment ma vision du marché. On va prendre quelques petites questions s'il y en a ou quelques remarques. Comme tu dis, tonton, c'est malin pour celui qui propose les 2% de perte, le compte est liquidé. Bah oui, c'est ça. Hein. Tu as autant de faire un virement sur le RIB de Binance ou sur Hyperliquid. Hein. Les raisons pour lesquelles ces plateformes-là sont souvent extrêmement rentables, c'est qu'ils détruisent la vie d'énormément de gens aussi. Hein. Ça ne vaut pas Mexer quand même qui a sorti du levier à x400 sur Ether et Bitcoin. Hein. Sachez que si vous cherchez le levier de x400, vous pouvez le trouver sur Mexer. Voilà. Allez-y, c'est quelque chose qui vous intéresse. Parce que pourquoi s'arrêter à x50 quand on peut faire du x400 ouais, toujours plus. Voilà. Valmir, j'habite en Suisse, j'apprends plein de trucs sur la France en vous suivant, ce qui va et ce qui ne va pas. J'ai l'impression qu'il y a plus de négatifs. Oh, il y a quand même du positif. On aime bien cracher, tu sais, les Français, ils sont très réactionnaires. On aime bien ouvrir notre gueule, on aime bien dire ce qui va pas. Bon, on va pas non plus cracher dans la soupe. Il y a quand même aussi plein de choses qui vont bien. On n'est pas non plus en Syrie ou en Afghanistan. Hein. Faut pas non plus déconner. Mais on n'est pas, comme beaucoup de gens essayent de le faire croire, le meilleur pays du monde, qui ont le meilleur système scolaire, qui ont le meilleur système de santé au monde. Enfin, ouais, voilà. Ça, c'est vrai que ça a tendance à nous casser les couilles. Exactement. Ouais. Puis quand tu as voyagé un petit peu, tu te rends compte aussi du gros bullshit qu'on t'a raconté depuis que tu es tout petit, hein, par rapport à ça. Anthony, il faut être con pour utiliser du levier x50, voire même x25. Chacun sera juge. Et le James Wynn. Voilà, le James Wynn. Bon, voilà, après, c'est un peu mentalité, on adhère pas, mais mentalité Andrew Tate, quoi. L'argent, c'est pas réel. Tu perds 100 millions en une semaine, c'est pas réel, je vais le refaire. Bon. Forcément, ça fait débat. Il a développé une commune, il avait, je sais plus, avant de faire tout ça, il avait 20 000 abonnés.
Là, en quelques semaines, il est passé presque à 400 000. Donc voilà, c'est un jeu, hein, farmer de l'engagement et tout. Bon, comme tout, il y a des choses à prendre, à ne pas prendre. Force est de constater que le mec a beaucoup d'argent quand même. Il a fait un effet de levier x40 sur du BTC avec une position de 1,1 milliard. Force est de constater qu'il a du pognon. Après, voilà. Actif pas forcément très légalement. Beaucoup de scams. Hein. Moi, je l'ai démontré en live. Il a approché des teams. Mais même, il a farmé plein de meme coins sur sa commu. Il a volé des teams. Enfin, bon, bref, c'est de l'argent qui lui coûte pas cher mentalement gamblé non plus parce qu'il l'a pas eu à bosser beaucoup pour l'avoir, on va dire. Donc, bon, forcément, ça aide un peu. Plus facile de s'en détacher mentalement. Et puis richesse ne veut pas forcément dire non plus intelligence. Hein. Pareil, j'en ai parlé sur Éternel étudiant, des gens qui me disaient ouais, mais regarde, lui, il est milliardaire, il est forcément intelligent. Non. Les études sont formelles là-dessus. Il n'y a pas un lien entre intelligence et pognon. Même si, dans ceux qui ont de l'argent, il y en a aussi certains et beaucoup qui peuvent être intelligents. Mais ce n'est pas une règle générale. J'ai l'impression que les cycles précédents, ça se passait entre individus privés et donc responsables de leurs propres actes sans avoir des comptes à rendre car soi-même. Aujourd'hui, avec les banques, institutions, fonds d'investissement, ils ne peuvent pas déconner, ils ont des comptes à rendre s'ils merdent en investissement. Alors, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que ça a toujours été pareil. Les banques, avant comme aujourd'hui, c'est pareil. C'est on privatise les gains, on socialise les pertes. Et ce qu'ils savent très bien aujourd'hui, les banques, c'est que de toute façon, on ne peut pas les laisser faire faillite. Donc, ils peuvent gambler le pognon comme ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils auront des comptes à rendre à personne. Et d'ailleurs, tu peux regarder depuis la crise des subprimes, quels sont les banquiers ou tous ceux qui ont foutu la merde sur les marchés, qui ont fait de la tôle. Zéro pointé. Il y en a un en Islande. Ouais, un en Islande. Mais je parle aux States, hein, aux États-Unis. Hein. Les mecs sont partis avec des parachutes dorés. Ils ont rien eu. Donc, tous les autres, rien. Et sur la première partie, je suis pas trop d'accord non plus, parce que même si c'est vrai que c'était des individus privés, responsables de leurs propres actes, bon, c'était pas le cas. Et on a très bien vu durant le bear market de mars que les gens n'étaient pas du tout responsables de leurs actes. Hein. C'est jamais eux qui sont responsables. C'est l'influenceur qui leur a dit d'acheter. C'est parce qu'ils ont écouté. C'est parce que machin. Mais très certainement pas eux qui ont pris une décision d'acheter, alors que bon, manifestement, c'était peut-être pas la bonne décision à ce moment-là pour eux dans leur situation personnelle. Mais responsabilité personnelle, très peu pour moi. Exactement. D'après ce qu'on a vu, bon, et c'était déjà le cas par ici précédent. Hein. Et c'est la mentalité simple. C'est la mentalité simple. Si quelqu'un te dit que t'as acheté et que t'as pas vendu, mais c'est ta faute. Hein. C'est pas la faute du mec. Hein. C'est toujours ta responsabilité. T'as pas forcé à acheter. Hein. C'est toujours ta responsabilité. T'as décidé d'écouter quelqu'un en bonne et due forme. Tu pensais que le mec était sérieux, il te dit un truc, tu ne réfléchis pas, tu le fais, tu perds du pognon. C'est toi qui en paieras les pots cassés et les conséquences. C'est pour ça que nous, tout le travail qu'on fait depuis des années, ça a pour objectif de vous permettre vous-même de vous poser les bonnes questions et de vous-même prendre votre décision en ne faisant confiance à personne. C'est pour ça qu'on l'a mis dans notre générique, ne faites confiance à personne, même pas à nous. C'est pas pour rien. Parce que le pognon, ça reste à la pogne et c'est une question personnelle. Avant tout personnelle. Antoine, souvenez-vous l'année dernière, les jeux Telegram avec Hamster Combat, tout a disparu. Oh, c'est bizarre. Là, je me souviens de l'époque quand j'ai commencé à dire, pareil, on avait parlé d'Hamster Combat. Ouais, le jeu du siècle, faut farmer le tap to earn. Tap to earn. Tap to earn. Tout le monde nous disait, t'as rien compris, faut farmer, tu vas gagner des thunes. Et ils ont farmé pendant des mois, ils ont gagné 10 centimes, nickel. Aujourd'hui, le projet, allez, comme à chaque fois. Pas bien étonnant. Armando, les gars, ça serait cool de refaire une vidéo tuto sur la DeFi telle que vous en avez fait il y a quelques années. Ça serait un vrai complément à vos lives. On en fera. Le problème, c'est que ça, c'est pareil. On nous dit, faites du contenu plus technique. On le fait. Il n'y a personne. Vraiment, on se rend compte que genre, le contenu technique, ça n'intéresse pas. Globalement, il y en a peut-être certains que ça peut intéresser, mais on le voit sur les vues, on le voit sur plein de trucs. Ça nous demande du temps à préparer. Puis, machinalement, forcé de constater qu'il y a plus grand monde. Et puis, quand on n'en fait pas, on nous dit d'en faire. Donc, on essaie de mixer un peu les deux. Voilà. Après, si tu veux vraiment de la technique, c'est-à-dire des lives et du sujet sur de la DeFi, on a fait des centaines de vidéos sur la chaîne avec plusieurs stratifications. Et sur la partie DeFi, c'est toujours d'actualité aujourd'hui, tu pourrais jeter un coup d'œil. Et puis sinon, tu as le programme Crypto Investisseur. Et sur l'accompagnement, on en fait très régulièrement aussi.
Allez Thibaut, c'est à toi, politique actuelle, système scolaire. Non mais non, on rentre pas là-dessus. Vous savez très bien mon avis, les gars. Alexandre, que penser de Monerium pour une sortie en fiat, solution moins onéreuse, pas de fees sur le change ou le retrait, me semble safe. Mika et IBAN dédiés. Je ne l'ai pas utilisé, je peux pas vraiment en parler. Je ne sais pas si vous connaissez les mecs. À tester. À tester, toujours faire avec des petits montants au début, voir comment ça marche et tout. Ouais, je ne l'ai pas testé. Et surtout pas avec des gros montants. Donc, à voir. Je connais pas non plus, donc. Faites un top 10 des pépites x100 bull run sur les abonnés YouTube Retail. C'est vrai que tous ceux qui ont l'habitude... Là, par contre, tu fais des vues. Là, par contre, tu fais des vues. Là, les tutoriels de la DeFi, personne, mais là, tu fais le top 10 pépites avec la tête comme ça, et puis 2-3 projets floutés derrière avec des couleurs bien pétantes. C'est la recette, hein. Non, mais on est dans le truc, on le sait. Par contre, tu fais un tutoriel sur Morpho et expliquer les poules de stablecoin synthétique. Bon, là, je peux te dire qu'il y a plus grand monde. Ah non, tout de suite, il y a moins de monde. Mais je l'ai vu quand j'ai commencé à parler des différentes versions d'Uniswap, V1, V2, V3, les évolutions avec le temps, l'intérêt d'utiliser les poules de liquidité concentrées. Après, j'ai fait un live à un moment donné sur la V4 avec les hooks. Ah, mais mec, il n'y avait plus personne. Alors déjà, le mouvement de marché n'était pas dingue à l'époque, mais il n'y avait plus personne. Et c'est là qu'on s'en rend compte avec Mickaël, c'est que oui, on essaye de vous faire un peu de technique, mais derrière, en fait, on se rend compte que la plupart des gens s'y intéressent pas. Par contre, si vous voulez vraiment faire la technique, et vous en aurez besoin de faire la technique dans tous les cas, si vous voulez aller durablement et avancer durablement en crypto, et c'est ce qu'on vous enseigne aussi sur Crypto Investisseur et sur l'accompagnement, hein, vous serez obligé de passer par là. Vous pensez quoi de Morpho pour faire du lending et obtenir une rémunération un peu plus grande que sur AV? Bah ouais, utilisez. Morpho, justement, c'est si tu es sur AV et que tu es capable et que tu as envie d'avoir plus de rendement que sur AV, éventuellement aussi prendre plus de risques parce que tu n'as pas la même. C'est pas le même type de fonctionnement et c'est pas du tout la même ancienneté non plus. Morpho, c'est mieux. Et c'est pas du tout les mêmes actifs aussi, hein, parce que quand tu regardes les pools, alors oui, tu as du 15% sur les stablecoins, mais regarde tes stablecoins, hein, c'est du synthétique avec du Ethena à échéance 13 avril 2025. Donc autant dire que c'est pas les mêmes risques. Après, bon, ils ont Gauntlet pour la partie gestion du risque en DeFi qui sont clairement très, très bien positionnés, qu'ils ont d'ailleurs piqué à Aave. Je fais des vidéos sur ma chaîne dessus. Et ils ont piqué les gestionnaires d'actifs de Aave. C'est pour ça aussi qu'il y a eu des problèmes avec certaines poules de liquidité et Polygon. Mais oui, c'est intéressant, mais tu prends... qui dit plus de rendement, dit plus de risques, en fait. Donc, si tu as bien compris ces risques, pourquoi pas. Mais c'est un bon complément et pour le coup, ils font... ça me paraît sérieux. Moi, je l'ai testé aussi. Et je pense que ça peut être intéressant, même si Aave, clairement, ça reste le king en termes de TVL. Ils ont plus de la moitié, non? Je sais plus, ils avaient fait un graphique. Ils avaient une grosse partie. Je sais plus ce qu'ils avaient, mais oui. Mais ça reste clairement les leaders. Mais Morpho, intéressant. Clairement, le côté peer-to-peer avec rendement optimisé, c'est quelque chose qui est intéressant. Mais ça reste un projet jeune, avec justement ce côté un peu novateur qui apporte un vrai twist, mais à voir comment ça évolue, quoi. Donc, moi, je ne mettrais pas non plus tout passer Dave et tout passer sur Morpho. Non, peut-être si tu farmes un peu des deux côtés, reste comme ça, tu vois, teste un peu, mais je ne mettrais pas tous mes fonds sur Morpho non plus, quoi. Mais bonne plateforme, clairement. Clairement, bonne plateforme. Pour l'instant, on verra. Vous êtes 368 en live, les gars. Faites péter les likes. Voilà. Prenez le temps, là. Mettez en pause la vidéo. Vous pouvez le regarder en replay, il n'y a pas de problème. Arrêtez-vous. Faites péter la barre des likes sur YouTube. Vous la faites exploser. Vous allez sur Twitter et pareil, vous le faites exploser. Vous nous rejoignez aussi sur Telegram et sur Twitter si ce n'est pas déjà fait, mais vraiment, faites-le. Ça nous aide énormément. Allez, dernière question pour toi, Théo. Théo BitTensor est-il toujours le leader dans sa catégorie dans le long terme, pour le long terme? Le leader, très, très clairement, il est passé dans le top 3. Après, je ne sais pas si c'est le projet leader. En attendant, il est très clairement identifié comme tel. Tu vois, il y a des gens qui vont dire que c'est lui, il y en a d'autres qui vont dire que c'est d'autres. Moi, je le considère comme le leader, en effet. Après, ça dépend quelle métrique tu regardes, les cas d'utilisation. Mais très clairement, dans le narratif IA, ouais, si tu n'as pas BitTensor, ça peut compliquer, quoi. Mais c'est encore une fois, c'est comme Morpho, tu vois, c'est un projet novateur qui propose des choses intéressantes
le fait de pouvoir incuber des startups IA à travers les subnets avec tous les cas d'usage, avec de l'inférence, avec de l'image, avec de génération d'images, optimisation de modèles. Tu as un peu tous les cas d'usage de l'IA. Il y a un subnet ou un projet qui travaille dessus. Mais encore une fois, tu vois, le long terme, il y a des problèmes sur les incitations, sur comment rémunérer les gens, sur des gens qui en profitent, sur Yuma 3, maintenant qui va se mettre en place. Donc, c'est intéressant, mais long terme, à voir s'ils arrivent à mettre en place ce qu'ils veulent. La vision est intéressante, mais l'exécution, pour l'instant, ils sont en plein dedans. Donc, ça pivote, ça change, et à voir comment ça évolue. Mais très clairement, pour l'instant, c'est un des leaders de l'IA à voir long terme. Exactement. Merci à tous les mecs. Faites péter la barre des likes, commentez, partagez, retweetez. Rejoignez-nous sur Twitter, sur Telegram. Vous avez le lien de la chaîne de Théo en description. La mienne aussi, Éternel Étudiant, ma deuxième chaîne qui ouvre au sujet de l'indépendance et de la liberté financière. Si vous voulez aller plus loin avec nous, vous avez Crypto Investisseur, vous avez l'accompagnement. Merci Manu pour ton retour. Je ne suis pas actionnaire de TI, ni payé pour dire ça. J'ai payé ma formation et c'est vrai Crypto Investisseur. C'est une bonne formation. Merci pour ton retour. Manu, merci à tous. À très bientôt. Et si vous voulez réserver un appel avec nous aussi, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt. Salut.